Les antibiotiques. On en a presque tous déjà pris un jour. Ils sont là, dans nos armoires à pharmacie, prescrits pour tout un tas d'infections. Mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Et surtout, pourquoi y en a-t-il autant de différents? Allez, on va démêler tout ça ensemble. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases, histoire de bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, on fera connaissance avec les grandes familles d'antibiotiques. Puis, on verra les risques, parce que oui, il y en a. Et on terminera avec les règles d'or pour qu'un traitement soit vraiment efficace. On attaque tout de suite avec la première partie. Qu'est-ce qu'un antibiotique et quel est son rôle? Alors, pour faire simple, un antibiotique, c'est un médicament ultra spécifique. Son job, c'est de cibler et neutraliser les infections qui sont causées par des bactéries. Et j'insiste bien sur bactéries. Ce ne sont pas du tout des traitements universels, des sortes de pilules magiques qui guérissent tout. Non, chaque infection bactérienne va nécessiter un antibiotique bien particulier. Deuxième partie. Maintenant, pour bien comprendre, on va imaginer les antibiotiques comme une grande boîte à outils. Dedans, il y a plusieurs familles d'outils et chacune a sa propre spécialité. Rencontrons les plus importantes. On commence avec la famille la plus célèbre, la doyenne en quelque sorte, les bêta-lactames, où l'on trouve les fameuses pénicillines. L'amoxicilline, ce nom dit forcément quelque chose à beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est un grand classique pour les pneumonies ou les angines. Mais le point absolument crucial à retenir avec cette famille, c'est le risque d'allergie. Ça peut aller d'une simple éruption de boutons au choc anaphylactique qui est une urgence vitale. C'est pour ça qu'un médecin demande toujours s'il y a des antécédents d'allergie. Passons maintenant à une autre grande famille, très utilisée elle aussi, les macrolides. Eux aussi, on les utilise souvent pour les infections respiratoires. Mais ce qui est très intéressant, et c'est un super exemple, c'est qu'ils ont des rôles très spécifiques. La spiramycine, par exemple, est un des rares antibiotiques qu'on peut utiliser pendant la grossesse pour traiter la toxoplasmose et protéger le bébé. C'est un cas d'usage vraiment essentiel. On termine ce petit tour d'horizon avec une troisième famille, les cyclines. Celle-ci, elle s'attaque à des bactéries un peu différentes. On va les retrouver dans le traitement de maladies comme la brucellose, ou de manière plus courante pour traiter l'acné. Mais là, attention, il y a un point crucial à savoir, un effet secondaire assez marquant, on va dire. Les cyclines peuvent colorer les dents définitives en jaune. C'est la raison pour laquelle on ne les donne jamais aux enfants de moins de 8 ans. On passe à la troisième partie, les règles du jeu. Parce qu'un médicament aussi puissant qu'un antibiotique, ça implique de grandes responsabilités et des précautions à prendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un antibiotique n'est jamais un médicament anodin. Il y a des contre-indications, des précautions, et c'est pour ça que l'avis d'un médecin est absolument indispensable. On ne prend jamais un antibiotique à la légère. Par exemple, pendant la grossesse et l'allaitement, la prudence est maximale. L'objectif est de protéger le bébé à tout prix. Du coup, comme on le voit ici, plusieurs grandes familles d'antibiotiques sont tout simplement à éviter. C'est une règle de sécurité qui n'est pas négociable. Chez l'enfant aussi, il y a des règles très strictes. On vient de voir le problème des cyclines et des dents avant 8 ans, mais il faut aussi connaître les quinolones, une autre famille qu'on évite avant 15 ans, car il y a des risques pour le bon développement des cartilages. Parlons des effets secondaires. En gros, il y a deux catégories. D'un côté, les plus fréquents, comme les troubles digestifs, les nausées, c'est désagréable, mais souvent gérable. Et de l'autre, il y a des effets beaucoup plus graves, heureusement plus rares. On parle de toxicité pour les reins, pour l'audition, des choses qui nécessitent une surveillance médicale très étroite. Et on arrive à notre dernière partie, et sans doute la plus pratique pour tout le monde au quotidien, comment bien suivre son traitement pour qu'il soit une réussite. Voici 4 règles d'or, vraiment. Premièrement, toujours signaler une allergie passée. Deuxièmement, respecter à la lettre la dose et les horaires. Troisièmement, et c'est capital, ne jamais arrêter le traitement de soi-même. Et enfin, quatrièmement, bien suivre les règles de conservation, surtout pour les sirops qui, une fois mélangés, ne se gardent pas longtemps. Voilà, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ce qu'on vient de dire, c'est celle-là. On se sent mieux au bout de 2 ou 3 jours, la fièvre est tombée, les symptômes ont disparu, et la tentation est énorme d'arrêter. C'est une erreur fondamentale. Il faut aller jusqu'au bout. Mais pourquoi c'est si important ? Eh bien parce qu'en arrêtant trop tôt, on laisse une chance aux bactéries les plus coriaces de survivre. Elles n'étaient pas encore mortes, juste affaiblies. Et si on leur laisse le champ libre, elles peuvent se remultiplier et provoquer une rechute. Ou pire, elles peuvent muter et développer une résistance à l'antibiotique. Et là, ça devient un problème pour soi, mais aussi pour tout le monde. La question finale est donc toute simple. La prochaine fois que les symptômes disparaissent bien avant la fin de la boîte, que faire ? La réponse, on la connaît maintenant. Continuer le traitement jusqu'au bout. C'est le geste responsable pour sa santé et pour la santé de tous. Le choix et la responsabilité nous appartiennent.